Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo, c'est une première pour moi de proposer ce genre de truc. Alors soyez indulgents, desserrez les fesses, pas trop quand même, asseyez-vous confortablement, attrapez le snack de votre choix, moi, je vous emmène dans un univers qui me plaît beaucoup. Slay the Spire, c'est quoi? Slay the Spire, c'est un roguelike deck builder qui vous en fera voir de toutes les couleurs. De par l'aspect de ses graphismes, la diversité de son gameplay, bien que jouer aux cartes en règle générale, c'est pas trop l'éclate en termes de diversité de gameplay, mais surtout du caractère évolutif de ce dernier. Pour définir un petit peu ce qu'est un roguelike, je suis allé voir sur internet. J'avoue que je connais plus ou moins le concept, mais pour l'expliquer clairement sans bégayer, bon, c'est autre chose. Le roguelike, c'est un petit peu l'histoire de l'aventurier qui écume un donjon à la recherche de trésors. Dans le jeu vidéo, ça se conceptualise par une génération aléatoire des niveaux, des compétences et des caractéristiques associées aux héros, des ennemis, dont notamment des boss, et souvent une rejouabilité incontestée. Pour le cas de Slay the Spire, cette rejouabilité est presque infinie, notamment grâce à son deck building. Oui, mais c'est quoi un deck building? Mais c'est une très bonne question ça. Le deck building, c'est un petit peu comme la triche au poker. Tu rajoutes des cartes, t'en enlèves, et tu construis petit à petit ta main de rêve pour gagner à tous les coups. Dans Slay the Spire, ça fonctionne un peu comme ça. Tu tues des ennemis, tu gagnes des récompenses, et dans ces récompenses, il y a des cartes. Il est possible de les ajouter au deck, ou bien de simplement passer les cartes et de ne rien faire du tout. Le choix est vôtre. C'est très simplifié, mais par souci de compréhension, c'est mieux comme ça. On reviendra sur la mécanique de jeu plus tard, vous inquiétez pas. Slay the Spire, alors que je vous parle, c'est plus de 17 000 joueurs en simultané sur Steam. C'est 1,5 million de ventes depuis sa sortie en 2017, et des avis extrêmement positifs, dont mes préférés. Avant j'avais la weed, maintenant j'ai Slay the Spire. Jeu super moche, mais ça, à la limite, osef. Je suis pas vraiment d'accord sur le fait que le jeu soit moche, il a son propre style et c'est très bien comme ça je trouve. Pas besoin de faire des jeux en 4K pour pouvoir apprécier le tout. Enfin, c'est que mon avis. Jeu pas trop mal, mais pas une grande rejouabilité avec un temps de jeu de 5490 heures. Ouais, c'est un malade ce type. J'aurais juste aimé qu'il soit aussi sur mobile pour que je puisse y jouer au travail et me faire virer. Alors, le type s'est apparemment réellement fait virer, mais pas à cause du jeu. Voilà pour ce qui est des avis sur Steam, mais en fouillant un petit peu, j'ai aussi appris que le jeu avait une version jeu de société, ce qui est tout à fait logique en fait. Même un tarot Slay the Spire, ça m'aurait pas étonné. Les avis des autres c'est bien, mais qu'en est-il de quelqu'un qui a jamais joué au jeu? Pour ma part, ma connaissance du jeu, elle est nulle, pas dans le sens que je suis mauvais au jeu, pas du tout, enfin peut-être un peu, mais je connais pour ainsi dire rien au jeu. Absolument rien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de choisir ce jeu, j'y connais rien et j'aimerais un peu vous partager ma toute première expérience sur celui-ci, un peu comme si vous aussi, que vous ayez joué ou non, puissiez me suivre dans cette aventure. Quand on lance le jeu, on atterrit sur l'écran de titre avec en fond une tour. Jusqu'ici, rien de spécial, hein, c'est un écran de titre, mais cliquons sur jouer. Il existe 3 modes de jeu, mais j'en connais que 2, le classique et le mode défi quotidien. Je pense pas trop m'avancer en disant que c'est sûrement mieux de commencer par le mode classique. Tout de suite, la sélection de personnages apparaît, me proposant de jouer le soldat de fer. De toute façon, les autres personnages sont verrouillés. On peut voir ses points de vie et son ordre de départ, ainsi qu'une capacité... Bon. Et enfin, un mystérieux texte indiquant 5 à déverrouiller avec un compteur. Je savais pas trop ce que ça voulait dire, alors je me suis dit... Ça veut dire quoi ça? Mais comme j'avais aucune réponse, j'ai cliqué sur jouer. Ça commence à faire beaucoup de mystère là quand même. Hein. Tout est verrouillé, on n'a pas trop le choix de faire quoi que ce soit, mais bon. Lançons notre première partie, voyons où ça nous mène. La carte apparaît directement et ce qui attire mon œil c'est la légende. C'est faux, hein. J'ai vu le temps et je me suis tout de suite dit putain il y a des mécaniques de temps, ça va être compliqué. Au final pas tant que ça. Hein. Donc la légende, hein. Inconnu, qui comme son nom l'indique ça me donne pas vraiment d'informations sur ce qui m'attend. Marchand, ça je connais bien et je pense que je vais aimer m'y rendre. Trésor, encore mieux que le marchand, à voir les récompenses par contre. Repos, j'imagine que je peux m'y soigner ou faire d'autres choses. Et ennemi d'élite, pas vraiment grand chose à y redire, on doit s'attendre à des combats. Hein. Le jeu est assez gentil pour me laisser choisir mon chemin de départ, et croyez-moi, il va pas rester gentil très longtemps. Une chose m'intrigue cependant, c'est le tout dernier icône à la fin de la map, qui semble indiquer un boss, mais j'en suis pas certain. Je choisis un chemin sous prétexte que celui-là me plaît bien. Et le premier combat de la partie s'enclenche. Évidemment, le jeu m'explique un peu les règles avant de me taper violemment sur le crâne. Bah ouais, c'est un jeu qui se respecte. Pour vous la faire rapide, toutes vos cartes ont un coût en énergie. Il y a plusieurs types de cartes, comme les cartes d'attaque, qui... attaquent, ou des cartes compétences, qui ont des effets plus variés, comme vous conférer de l'armure par exemple. L'armure ne dure que le tour où elle a été jouée, donc il faut faire attention à son utilisation, et il est possible de voir ce que l'ennemi prépare.
une attaque ou une augmentation de ses caractéristiques. Chaque tour, l'énergie se recharge, vous permettant de jouer d'autres cartes de votre deck. Maintenant que j'ai plus ou moins les bases, je peux commencer à jouer. Je prends mes marques petit à petit, et ce que j'ai vraiment aimé dans ce jeu, c'est que toutes les icônes sont développables. Il suffit de passer son curseur sur l'icône que vous ne connaissez pas pour en déplier les effets. C'est pratique, facile, et ça rend le jeu bien plus accessible. En vérifiant bien les effets que je rencontre sur ce premier ennemi, je parviens à le vaincre sans trop de soucis. Petit aparté, j'aime beaucoup cet ennemi, je le trouve vraiment drôle à crier sa puissance tout comme sa défaite. Je sais pas si c'est un oiseau ou un déguisement, mais quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons. On a bien mérité une petite récompense. Et c'est ici que le jeu en tant que deck builder prend tout son sens. Ce choix qui paraît si anodin va en fait modifier l'entièreté de notre partie. Chaque carte ajoutée au deck nous permettra d'activer des effets, faire des dégâts ou se protéger. Mais surtout, ajouter des cartes à un deck, ça veut aussi dire réduire la probabilité de tomber sur les autres cartes. Donc il faut bien faire attention à ce que l'on y ajoute pour ne pas se retrouver dans une situation où l'on doit se protéger, mais notre deck ne nous donne que des cartes d'attaque. Donc c'est très important dès le début du jeu de faire les bons choix. Mais c'est lequel le bon choix ? Eh ben, en tant qu'on n'a pas vu à quoi ressemblaient nos autres choix, on sait pas. Là, dans ma situation, je sais pas de quoi j'ai besoin, ni même de ce qui est fort. Je vais partir sur quelque chose qui me parle, en croisant les doigts pour que ce soit fort. Comme je suis un bourrin qui aime pas trop que ce soit trop compliqué, j'ai pris une carte d'attaque. Bah ouais, faut pas me surestimer non plus. Hein. Évidemment, mon premier réflexe, ça va être de tester dès que possible cette nouvelle carte, et très honnêtement, elle me paraît pas trop mal. Je découvre ensuite les debuffs, je les déteste, mais ils existent pour ça. Celui-ci en particulier diminuera de 25% mes gains d'armure. Pour ce combat, ça pose pas tellement de problèmes, mais sur des combats de boss, ça peut être particulièrement embêtant. Bon, je pense qu'on connaît le topo, les combats mènent à une récompense, bla bla bla. Il y a bien une chose qui m'étonne en jouant, c'est que je me surprends à lire absolument tous les effets, toutes les cartes, je suis méticuleux là où d'habitude je suis un peu tête en l'air. J'essaie de comprendre toutes les variables, connaître mes cartes sur le bout des doigts, et j'ai qu'une envie, aller plus loin dans cette partie, toujours plus loin. Voyons voir la suite. Inconnu. Bah parfait, voyons voir ce que ça donne. Vous atteignez un cul-de-sac. Commencez à faire demi-tour, mais des murs descendent du plafond et se referment sur vous, vous prenant au piège. Trois visages se matérialisent sur les murs et prennent la parole. Oubliez ce que vous savez et je vous laisserai partir. J'ai besoin de changements pour voir un nouvel espace émerger. Si vous voulez passer, vous devez progresser. Oh. Retirer une carte, transformer une carte, améliorer une carte. On va progresser, hein. Yeah, ouais, celui-là, c'est pas mal. J'essaie d'améliorer la manchette. J'ai 14 de dégâts, appliqué 3 de faiblesse. Satisfait, les murs en face de vous retournent dans le plafond, vous laissant la voie libre. Les cases inconnues peuvent être bénéfiques comme maléfiques, ou alors ça peut juste être de simples combats. Elles portent bien leur nom, ces foutues cases. Ma première run a été particulièrement chanceuse à ce niveau-là, je vais pas mentir. Je crois que j'ai pris la confiance, donc je choisis encore un étage inconnu. Vous passez à côté d'une sinistre statue portant plusieurs masques. Quelque chose derrière vous murmure doucement. Stop. Enfin, stop. Vous faites demi-tour pour trouver devant la statue qui vous fait maintenant face. En y regardant de plus près, ce n'est pas une statue, mais un homme maigre et sculptural. Respire-t-il seulement? Visage. Laissez-moi toucher. Peut-être échanger. S'il me touche, je perds 8 PV, mais je gagne 75 d'or. En vrai, vas-y. Compensation, compensation. Mécaniquement, il sort une belle pile d'or et la place dans votre poche. Quel beau visage. Beau visage. Alors qu'il touche votre visage, vous commencez à sentir qu'il aspire votre vitalité. Pendant ce temps, son masque tombe et se brise. Il hurle et couvre rapidement son visage avec ses 6 bras, laissant tomber encore plus de masques. Au milieu de tous les cris et fracas, vous vous échappez. Il était dépourvu de visage. D'accord. Un peu creepy le monsieur, mais il m'a quand même filé un salaire, donc bon, 20 balles, c'est 20 balles, hein. Maintenant que je comprends un peu mieux comment Slay the Spire se joue, mes parties vont pas simplement se résumer à taper comme un débile sur des monstres aussi marrants que déroutants. Non, non. Je vais commencer à faire des maths pour savoir si oui ou non cette carte est la meilleure à jouer dans cette situation. Est-ce que toucher cet ennemi avec ce debuff précis me permettra de ne pas prendre de dégâts? Voilà un peu la profondeur qu'a Slay the Spire, et encore, là, j'ai seulement 12 cartes dans mon deck. 12 cartes, c'est rien. Un réel jeu de cartes, c'est 56. Et moi, je me prends la tête avec 12. C'est pour ça que je vous dis que ce jeu est infini. Chaque partie va vous proposer des dilemmes, soit parce qu'il faudra choisir une carte parmi tant d'autres, soit parce que le chemin que vous avez pris se sépare en deux. Quel chemin est le meilleur? Tout est aléatoire.
Bon, pendant que je vous racontais tout ça, j'ai évidemment battu cet ennemi sans trop de soucis. Ça reste le 3e ennemi que je croise, ça va encore. Mais une menace encore plus grande m'attend maintenant. Un coquillage qui dort? Ok. Bon, pour tout vous dire, j'aime bien cet ennemi aussi. Il est plutôt marrant et la musique change quand il se réveille. J'adore, c'est peut-être rien pour vous, mais je trouve que c'est ces détails qui donnent son âme à un jeu. Je vais le réveiller là. Étourdi. Oh. Meurs! Le boss tombe enfin, et c'est à ce moment précis que j'apprends l'existence des reliques. Et si j'ai encore 53 points de vie à l'heure actuelle, c'est bien grâce à une relique. Une relique qui me redonne 6 points de vie après chaque combat. Pratique. Mais du coup, les reliques c'est fort, très fort même. Mais ça rajoute encore plus de variables dans les équations mathématiques très compliquées de tout à l'heure. Et comme le monde est bien fait, un magasin m'attend juste après cet affrontement. C'est une bonne occasion de voir ce qu'on peut y trouver. Jetons un œil. Des cartes rouges, des cartes grises. C'est un peu obscur, mais parce que je sais pas vraiment ce que ça veut dire, je préfère ne pas prendre les cartes grises. Et je vais me concentrer sur les reliques dont on parlait tout à l'heure. Cet oricalque me permet de gagner 6 d'armure tous les tours si j'en ai pas, mais prends mon argent! Pas à vendre. Ça là? Le tapis il est pas à vendre? Comment ça le tapis n'est pas à vendre? Dommage. Ah oui, et j'ai pas mentionné qu'il est possible d'acheter des potions, ou alors de retirer une carte de votre deck, mais comme vous le savez, tout a un coût. Mon aventure continuera sur cette lancée sans trop d'obstacles contraignants. Jusqu'à ce joli coffre. J'adore les coffres, ouvrons-le. Je suis très excité pour un coffre quand même. Il contient de l'or et une relique, plutôt pas mal si on me demande mon avis. Les trésors ont l'air d'être situés au milieu du donjon et c'est bon à savoir. Par contre, c'est le 3e étage inconnu et je savais pas qu'on pouvait se faire racketter dans Slay the Spire. Non mais regardez! Vous tombez sur ce qui ressemble à un groupe d'esprits de feu violet qui dansent autour d'un grand feu de camp. Étrange. Les esprits jettent des osselets et des fragments dans le feu qui s'animent vivement à chaque fois. Vous pouvez vous approcher et les esprits se tournent vers vous avec espoir. Faire une offrande, recevez une récompense en fonction de votre offrande. Ok. Je vais offrir une défense. Ouais. Vous jetez une offrande dans le feu de camp, rien ne se passe, les esprits semblent à présent vous ignorer, quelle déception. Je viens de brûler une carte les gars. Je viens vraiment de brûler une défense pour rien là. Ok. Grâce à l'Aurical, et à la carte métallisation que j'ai récupérée plus tôt, je pourrais potentiellement à chaque tour obtenir 9 d'armure. Ce qui est plutôt fort, et comme je refuse d'influencer ma manière de jouer en regardant des vidéos sur le jeu, c'est pour moi la meilleure des solutions. Encore une fois, complexité, combo, mathématiques, mots de crâne, dopamine, raquette, bref. Avec l'aide de mes nouvelles cartes et reliques, j'ai l'impression de pouvoir marcher sur le jeu, comme un vent frais qui me pousserait vers le fond du donjon, d'où, je le rappelle, m'attend très probablement un boss. Après avoir vaincu ennemi sur ennemi, petit comme gros, fait de petites emplettes et joué au forgeron ou à un feu de camp, je me fraye un chemin vers le fond du donjon, où m'attend effectivement un boss. En ce qui concerne le boss, il est pas si difficile à vaincre, il me fait simplement penser aux divers ennemis d'élite que j'ai pu croiser plus tôt en fait. Ceci étant fait, qu'est-ce qui m'attend de plus? Oh, je crois que je commence à comprendre ce qui m'attend. Puis passer à un autre donjon. Bon. Ben, je crois qu'il me reste plus qu'à faire ce que je sais faire de mieux. Baston, baston, nourrir de l'autre de mon flacon d'encre récupéré plus tôt, baston, faire des courses, baston, grosse baston, encore de la baston, du trésor et j'en passe. Le chemin jusqu'au boss est sinueux, mais grâce à l'obtention de nouvelles cartes et reliques, et surtout en utilisant ma tête pour jouer de mon deck de la manière la plus stratégique possible, j'atterris une nouvelle fois face au boss de la zone pour un combat qui me demandera de jouer le tout pour le tout si je veux passer à la suite. Si je devais noter une de mes trouvailles que j'aime particulièrement, ce serait la carte appétit, qui augmente mes points de vie en mangeant des ennemis. C'est très fun et si mes points de vie augmentent de combat en combat, c'est bien grâce à cette carte. J'adore manger, surtout quand c'est bénéfique. Le combat contre le champion est assez stressant à cause des debuffs qu'il inflige et surtout de ses dégâts augmentant au fil du temps. Mais il fera pas le poids face à ma stratégie, ma calculatrice et mon nombre de points de vie incommensurables.
Et le deuxième boss tombe enfin. Une nouvelle relique et le troisième et dernier donjon s'offre alors à moi. Cet étage est de loin le plus difficile puisque de nouveaux ennemis apparaissent et ils me posent de sacrés problèmes de par leur mécanique et leur nombre. Mais avec un peu de patience et de réflexion, je parviens une nouvelle fois à vaincre coup sur coup mes ennemis et à parvenir au bout du donjon. Me voilà devant le boss final et j'avoue, je stresse un peu. Terminer le jeu sur ma première run, ce serait vraiment un coup de chance, non ? J'ai été méticuleux tout le long de ma run. J'ai lu toutes mes cartes ainsi que les effets qui m'ont été infligés, alors je peine à croire qu'il n'y ait que de la chance. Mais bon, le boss est devant moi, voyons lequel de la chance ou de la stratégie me sauvera cette fois-ci. Au début du combat, quelque chose attire mon attention directement. Le boss a un état. Endormi. Pour moi, rien de plus clair, ce boss possède une seconde phase. Mon intuition me crie de faire attention à ce boss, évidemment parce que c'est le dernier, mais aussi et surtout parce qu'il est considéré comme endormi. Et de ce que je sais, les secondes phases, ça pardonne rarement. Et malheureusement, mes intuitions étaient bonnes. Après l'avoir battu, il ouvre les yeux et commence à taper très très fort sur le coin de ma tête. Je m'en doutais, la phase 2. Super. Je vais me faire démolir. Mais grâce à la magie du deck et de la chance, je parviens à le battre in extremis. Une attaque de plus de sa part et ma run tombait à l'eau. Enfin, pas vraiment, parce que j'aurais beaucoup appris sur le jeu et ses mécaniques, donc ça aurait pas été réellement perdu. Mais ça aurait été dommage d'être arrivé aussi loin et d'échouer maintenant. Et étonné de ne pas recevoir de récompense, je me retrouve devant ceci. Spoiler alerte, attention. Hein. Oula. Boum boum, boum boum. Une pulsation profonde et effroyable parcourt la salle tout entière. Serait-ce le cœur de la tour, la source de tout ce mal? Vous dégainez votre lame, attaquez. Vous infligez 821 dégâts, le cœur se tortille et saigne, mais il continue à battre. Vos attaques les plus puissantes ne suffisent-elles pas? Vous vous demandez, est-ce la première fois que je viens ici? Vous pensez avoir infligé un total de 821 dégâts au cœur. Un total de 14 milliards 636 millions 643 707 de dégâts a été infligé par tous ceux qui se sont mesurés à lui. Le cœur bat de plus en plus fort, tandis que vous perdez peu à peu connaissance. Dormir. Ma partie se termine alors et m'affiche des récompenses. J'ai déverrouillé pas mal de choses, mais en repensant à la fin, c'était plein de mystères. Et je pense pas me tromper en disant que c'est pas la vraie fin, ou plutôt qu'il y ait autre chose derrière ce cœur. Ce qui confirme réellement mon ressenti, c'est ce passage à la fin, où le jeu me montre 3 runes de couleurs différentes, dont une se met à briller légèrement. Quelque chose me dit qu'il va falloir que je relance le jeu si je veux en savoir plus. Donc après 2 heures, 14 minutes et 52 secondes de run, j'ai bien mérité une pause. Alors je mets le jeu de côté pendant un petit moment et je reviens. La pause fut le début d'une série de désillusions. Ma première partie était bel et bien le fruit d'un mélange de chance et de stratégie de ma part, ni toute blanche, ni toute noire. J'avais bien pris mon temps et j'avais bien étudié toutes les options qui s'offraient à moi sans vraiment comprendre tout ce que j'avais pu y voir. En relançant Slay the Spire, j'ai pu essayer le nouveau personnage que j'avais débloqué. Mais je me suis très vite rendu compte de la complexité du jeu parce que je me suis fait abattre assez tôt dans la partie et ce encore et encore. J'ai essayé plusieurs stratégies, plusieurs personnages sans grand succès. Et très vite je me suis retrouvé à avoir fait une dizaine de parties sans vraiment m'en être rendu compte, absorbé par le jeu et ses promesses de diversité, d'aléatoire et de combos aussi satisfaisants les uns que les autres. C'est alors que j'ai pris du recul sur le jeu. Qu'est-ce qui avait changé depuis ma première partie? Pourquoi je réussissais plus là où j'avais triomphé avant? Et la réponse à ces questions, elle est toute simple. J'avais battu le jeu et je me suis pas rendu compte, mais j'étais redevenu le tête en l'air que j'étais avant d'y jouer. Je faisais plus du tout attention à la moindre ligne de texte qui m'était proposée et je prenais plus le temps d'observer et d'établir des stratégies claires pour vaincre les ennemis et traverser le donjon. Ma grande faiblesse a été de croire que le jeu était plus simple qu'il n'y paraissait, et il me l'a bien fait remarquer. Maintenant, est-ce que Slay the Spire ça vaut le coup? Pour ma part, Slay the Spire c'est une très belle découverte. C'est un jeu qui m'a déjà été recommandé et j'ai pu vite m'habituer à son gameplay, mais aussi à ses musiques et le design de ses personnages. Comme vous avez pu le voir, après ma première partie, j'ai pris une petite leçon d'humilité. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose parce que Slay the Spire ne se laisse pas dompter si facilement. C'est un jeu qui, je trouve, a beaucoup de charme, tant par ses graphismes que par le design de ses personnages ou par sa capacité à vous surprendre quand vous pensez tout savoir sur celui-ci. Il se réinvente sans cesse et c'est ce qui fait sa force. On ne sait absolument pas à quoi s'attendre quand on clique sur jouer. J'ai aussi adoré expérimenter des cartes et les synergies qui vont avec pour pousser les limites de ce qu'il est possible de faire dans ce jeu. Pour 23€ et la rejouabilité qu'il propose, c'est pas cher payé. Je sais que c'est pas forcément dans les budgets de tout le monde, alors ne vous inquiétez pas, il est assez souvent en promotion à moins 50%, ce qui le rend d'autant plus abordable. D'ailleurs j'ai failli oublier, mais il est aussi sur mobile pour 10€.
l'accès anticipé de Slay the Spire 2 est prévu à l'heure actuelle pour mars 2026. Alors ça me laisse un peu de temps pour dompter son prédécesseur, et peut-être préparer une autre vidéo comparative à son sujet, qui sait. En attendant la sortie de Slay the Spire 2, j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est un projet qui, comme je l'ai dit en début de vidéo, est assez nouveau pour moi et j'espère que ça vous aura plu, alors restez hydratés et à la prochaine.